Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une 349e rencontre Vlil avec Mohamed Abdallah pour son roman Le Vent a dit son nom aux éditions Au Diable Vauvert. C'est la semaine Au Diable Vauvert après avoir reçu les nouveaux déviants jeudi. Alors ce livre-là, il est extrêmement riche, extrêmement intéressant et je pense que ceux qui sont enseignants aussi ce soir vont être touchés, c'est le moins qu'on puisse dire. On rappelle que ce livre fut publié déjà il y a 3 ans, en 2021, en Algérie, aux éditions APIC. Et on parlera peut-être aussi de l'édition en Algérie. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir les deux pans, puisque dans le livre, il est aussi question de cet accès à la culture, à la littérature. C'est votre quatrième roman, ou en tout cas, je crois que c'est le quatrième roman. Oui, à l'époque, en 2021, c'était peut-être le quatrième. Vous Exactement. apprendrez ça. Vous avez été honoré de différents prix, le Grand Prix Assia Djebar en 2022, du prix Ahmed Baba en 2023. Et comme je le disais en amont à Marion Mazorig, je ne comprends pas comment vous ne pouvez pas être dans des listes littéraires en France. Et on parlera peut-être de cette injustice tout à l'heure. Dans tous les cas, ce soir, on va en profiter, on va profiter de vous avoir avec nous. J'aimerais que vous nous parliez déjà de votre parcours, finalement, Mohamed. On sent que il y a beaucoup, en vous lisant, il y a beaucoup d'érudition, beaucoup de culture, beaucoup de points sensibles, beaucoup de réflexion dans ce que vous évoquez à travers un roman. Euh, et j'aimerais que vous nous parliez de vous, avant de parler du livre. Finalement, comment vous en êtes venu à la littérature? Est-ce que ce livre-là a aussi peut-être un parallèle avec votre propre vie? Alors, dans des époques peut-être différentes, mais en tout cas, dans certaines réflexions, on le comprend. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de vous parce que c'est votre premier roman en France, édité en France, et je pense que c'est important de faire votre connaissance de manière culturelle, intellectuelle aussi, de savoir de connaître votre parcours. Alors, déjà bonsoir à toutes et à tous. Encore merci Anthony pour l'invitation et merci à vous pour l'intérêt que vous portez à ce livre. Alors, pour vous répondre concernant mon parcours, c'était pas du tout un parcours qui fondamentalement, intrinsèquement, me destinait à m'intéresser à la littérature parce que j'ai fait des études scientifiques mathématiques dans un premier temps. J'ai commencé à m'intéresser à l'écriture plus pour donner cohérence et consistance à quelques petites réflexions politiques, parce que j'ai grandi dans un foyer qui était très politisé, donc je m'intéressais à l'actualité politique et à l'adolescence, j'ai commencé à jeter sur papier comme ça quelques bouts de pensée. Et ce n'est que très progressivement, à mesure que j'approchais de la vingtaine, et à un moment déjà, que je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire un livre cohérent. C'est là qu'est né mon tout premier roman. Entre l'Algérie et la France, il n'y a qu'une seule page, mais c'est un livre qui, rétrospectivement, ne me satisfait pas parce que c'était un livre qui n'était pas pensé initialement pour être un livre. Donc, dans ma tête, mon premier véritable roman, et si c'est pas ma première publication, c'est Souvenez-vous de nos sœurs de la Soumam, un livre que j'ai sorti en 2018 aux éditions ANEP en Algérie. C'était un livre qui s'intéressait au rôle des femmes dans la révolution algérienne et par la suite dans la société algérienne libre, pour montrer comment est-ce qu'elle pouvait s'insérer dans le tissu social et économique algérien de l'époque, comment est-ce qu'il pouvait y avoir certaines lourdeurs sociétales qui existaient encore, des lourdeurs qui m'ont beaucoup fait penser à ce qui pouvait exister dans la France pré 68. Donc voilà, je me suis intéressé à cette dimension-là. Après, en 2019, j'ai sorti un autre roman aux portes de Cirta aux éditions Casbah qui s'intéressait à l'histoire de la Numidie antique. Donc je me suis dit, on va faire un renversement narratif. On va prendre les guerres puniques qui se focalisent beaucoup sur Rome et Carthage avec la Numidie comme auxiliaire. On va faire un renversement narratif. On va parler de la Numidie. Ensuite est venu Le vent a dit son nom. Euh, alors, par rapport à mon parcours personnel, c'est quelque chose, je pense, que j'ai en commun avec des millions d'Algériens, pour le coup, euh, qui a été de me poser un certain nombre de questions en 2019, à la suite des grandes manifestations qu'il y a eu. Je ne sais pas si beaucoup dans l'assistance en ont entendu parler. C'était le Hirak, c'est ce qui a mis un terme
aux ambitions du président de l'époque, Bouteflika, qui voulait briguer un cinquième mandat consécutif. Et à ce moment-là, un certain nombre de questions me sont venues et j'ai commencé à me demander quel devait être le rôle d'un intellectuel en période révolutionnaire. Et ces questionnements-là m'ont amené à m'intéresser à la période révolutionnaire par excellence, surtout dans l'histoire algérienne, mais je pense même à l'international, c'est-à-dire la période de la révolution algérienne de 1954, du déclenchement de la révolution algérienne. Et c'est par ce questionnement-là que j'ai commencé l'écriture du vent à 10 ans. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous parlez de période révolutionnaire, je dirais même plus de pré-révolutionnaire, parce que ce sont véritablement les prémices de la révolution. Et c'est ça qui est encore plus subtil dans votre romance. On ne voit jamais finalement les prémices d'une révolution de manière romanesque. Et je trouve que là, vous choisissez une période encore plus intelligente, encore plus prédominante, parce que j'ai l'impression que c'est une période, entre guillemets, où on prend exemple sur d'autres révolutions, sur d'autres pays. Vous prenez l'exemple notamment du Vietnam. Il y a quand même un tissu révolutionnaire qui s'apparente au Diable Vauvert aussi, clairement. On est dans la ligne, clairement éditoriale. Mais cette période, pourquoi vous avez choisi finalement de choisir cette période pré-révolutionnaire et non pas rentrer directement là où les braises commençaient, à s'agiter? Ben, en fait, ce qui m'intéresse le plus dans l'écriture, c'est le mouvement historique. Je cherche à délimiter les composantes, à les identifier plutôt, à identifier les composantes d'un mouvement historique et à l'expliquer. Alors bien sûr, ça peut se faire par l'essai historique, mais je pense qu'une manière intéressante de le faire, c'est par le roman. Et dans le mouvement historique, pour moi, il est clair que la révolution de 54 n'apparaît pas comme ça, ex nihilo, et ce n'est pas simplement une révolte de gens qui ont trop souffert et qui n'en peuvent plus. Voilà, il s'agit aussi d'aller contre cette idée-là d'un peuple, surtout lorsque c'est un peuple du Sud, comme on dit, euh, qui ne réfléchit pas trop, qui souffre beaucoup et qui, n'écoutant que son courage, décide de mettre à bas l'oppression et puis, sans trop savoir pourquoi, et bien cette fois-ci, ça passe. J'ai voulu montrer que cette révolution était une révolution pensée, que c'était une révolution qui avait lieu sur plusieurs terrains différents, que c'était une révolution qui n'avait pas on va dire, la spontanéité des bons sauvages, comme on dit. L'idée, c'était de montrer qu'il y avait un avant, qu'il y avait eu toute une période de maturation, de réflexion qui s'était étendue sur plusieurs décennies, qui avait permis déjà de coordonner des actions sur un territoire qui est à peu près grand comme toute l'Europe occidentale, voire un peu plus, pas rien. Et en plus de ça, au-delà du niveau logistique, de penser ce qui était en train de se faire. Et j'ai voulu montrer un petit peu d'où ça venait, d'où mon intérêt pour la période pré-révolutionnaire, sachant qu'après, je viens au 1er novembre 54, au déclenchement de la Révolution, et au premier mois de celle-ci. Alors avant de parler du jeune Anir et des autres personnages, Marion, j'aimerais que tu nous parles finalement de la découverte de Mohamed Abdallah, puisque je ne sais pas si tu avais un réseau particulier pour dénicher des auteurs algériens, mais pour le coup, là, la pioche est extrêmement bonne. Comment as-tu déniché Mohamed Abdallah? Par quel texte finalement? Est-ce que c'était par Le vent a dit son nom ou pas? Est-ce que c'était un autre texte? Mais comment Non, as-tu alors, découvert Mohamed? c'est une belle question et surtout la réponse, c'est vraiment le résultat de ce qu'est l'édition, c'est-à-dire un travail sur le très long cours et puis tout d'un coup, une surprise toujours et un hasard complet. Alors, mais un hasard qui n'en est pas vraiment un. Bon, pourquoi? Parce que ça fait des années que moi, je m'intéresse à la littérature d'Afrique et surtout aux résultats de la colonisation et de ses conséquences, c'est-à-dire l'immigration, etc., etc., dans la langue française. Et c'est pour ça que je m'intéresse aux écritures, en particulier issues du monde arabe.
arabe, de la culture arabe, mais je dirais avant tout sur le territoire français, c'est-à-dire chez les Français. En l'occurrence, le premier écrivain qu'on a publié dans ce domaine, que je trouve extraordinaire, d'ailleurs Mohamed, bon, Mohamed fait des études d'histoire, donc il vous racontera peut-être un petit peu sa vie, donc il a moins le temps de lire, mais je lui donne des kilos de livres du Diable au vert, et j'aimerais beaucoup que tu lises Aïssa Lacheb. Oui. Aïssa Lacheb, donc, qui est un écrivain, alors pour le coup complètement autodidacte, qu'on a publié dès 2002, et et qui lui aussi a ce lyrisme de Mohamed, mais plutôt dans une langue très vernaculaire et autodidacte, mais avec derrière ce souffle de la geste, de la culture arabe, quoi, de la littérature qui est d'une grande ampleur. Donc c'est un travail, c'est un intérêt que j'ai depuis la création du Diable. On a publié d'ailleurs des très beaux textes d'un Marocain qui est Youssef Amin El Alami, qui d'ailleurs avait eu le prix Orange Afrique. On a publié 2 livres de lui, dont un, Les Clandestins, qui est un livre, alors Anthony, je te l'enverrai pour le fun, mais parce que c'est un livre qui est ancien, mais si tu as pleuré avec Mohamed, bah, tu pleureras aussi, comme moi, avec Les Clandestins. Et puis très récemment, une Marocaine, donc qu'on n'a pas reçue ici encore, mais j'espère qu'on le fera. Et donc c'est un travail qui est poursuivi au long cours. Et justement, en publiant Loubna Serraj, donc on a publié 2 romans d'elle, je m'étais rapprochée de pas mal d'éditeurs marocains et algériens, en l'occurrence parce que, bah, vous savez, d'un texte à l'autre, d'un auteur à l'autre, d'une rencontre à l'autre, on s'était rencontrés à plusieurs dans des occasions qui ont été données à Paris et à Marseille, qui sont des espèces de séminaires organisés d'auteurs d'éditeurs autour de la Méditerranée par l'Institut français du livre. Bon, enfin, c'est des rencontres interprofessionnelles. Et donc, au long cours, comme ça, j'ai des relations avec des éditeurs d'Afrique et du Maghreb en particulier. Et en l'occurrence, Karim Chic, l'éditeur de Mohamed, bien, je le connais depuis maintenant. Écoute, je crois qu'en 2010, on s'est rencontrés dans un séminaire à l'époque qui avait lieu à Tanger et qui était autour du numérique, de l'édition numérique des 2 côtés de la Méditerranée. Et donc, il y avait des éditeurs algériens, marocains et tunisiens. Et moi, Karim, je l'avais rencontré à ce moment-là. On était bien sur la même longueur d'onde sur pas mal de choses pendant les discussions. Mais il se trouve que j'étais en affaire avec plutôt des éditeurs marocains. Et on n'avait pas plus parlé que ça de nos productions. Et puis, je le rencontre à nouveau, quelques fois dans ces rencontres, et en particulier quand je vais au salon de Rabat, il y a maintenant, je crois, 2 ans. Et là, alors là, quand même, on se connaît bien. On s'est parlé de nos catalogues plusieurs fois. Il s'est essentiellement intéressé à ce que je publiais, mais il m'a présenté des choses aussi. Mais bon, on n'est pas rentré dans nos catalogues, en fait. Et me promenant dans le salon, parce que on a des rendez-vous dans ces salons du livre. Bon, c'est beaucoup plus élastique d'ailleurs quand on est dans des salons africains et du Maghreb que dans les salons à Francfort, un rendez-vous toutes les demi-heures. Là, on a du temps pour se promener. Et donc, je me promène dans le salon au gré du vent, au gré des couvertures, des livres, des rencontres. Et je tombe sur une rencontre avec un auteur tunisien d'ailleurs formidable, et puis un éditeur algérien, Karim, mon copain Karim. Donc je m'arrête, j'écoute Karim, et là Karim parle du vent a dit son nom et d'un romancier, il parle de Mohamed Abdallah, et je reste totalement captivée par le roman dont il parle, mais moi je ne sais pas, je suis arrivée en cours de route, si Mohamed Abdallah est un vieil écrivain reconnu ou si c'est un jeune, j'en sais rien du tout. Et j'écoute ça, ça me paraît totalement passionnant. Et en sortant de la discussion, je lui dis, mais Karim, tu m'as jamais parlé de ce gars, je veux le lire. Et je prends le bouquin qu'il avait, enfin, je l'achète d'ailleurs sur le stand. Et en fait, je l'ai lu dans les 2 nuits qui ont suivi. Et le lundi, enfin en revenant du salon, j'ai envoyé Non, même pendant le salon, j'ai dit à Karim, enfin très très vite, et je lui ai dit, je veux absolument qu'on le publie en France. Et voilà. Et j'étais persuadée qu'on aurait le Goncourt, moi aussi, mais malheureusement. Et franchement, je trouve que notre Goncourt est mieux que, avec tout le respect que je dois à Gallimard. Et voilà. Voilà l'aventure. Et Karim,
bon, c'est un éditeur indépendant, algérien, qui publie des choses assez proches. C'est devenu quand même un ami et il commence à diffuser ses livres en France. Voilà. Eh ben, il a de très bons goûts, ce Karim. Il a de très bons goûts. Et j'ajouterais Karim Shir et Samia Zenabi. C'est un couple qui tient les éditions APIC et je leur passe d'ailleurs le bonsoir parce que c'est vraiment un couple formidable et ils sont derrière ce qui est pour moi de loin la meilleure maison d'édition algérienne. Et voilà, ce sont vraiment des résistants de la culture et de la littérature en Algérie. Alors justement, par rapport à cette édition algérienne, comment le livre a été perçu là-bas? Alors il a reçu 2 prix, donc forcément il a été plutôt bien accueilli. Mais comment il a été finalement perçu dans sa manière de faire réapparaître finalement la grande histoire? Je pense pas qu'il ait été mal accueilli, ça me paraît quand même improbable, mais sait-on jamais. Quel accueil il a reçu finalement des lecteurs et potentiellement de l'intelligentsia algérienne? Écoutez, comment dirais-je, l'accueil que j'ai pu recevoir personnellement n'a jamais cessé de me satisfaire, d'enthousiasmer. Les lecteurs et lectrices que je pouvais rencontrer étaient très euh, intéressants aussi dans les lectures qu'ils pouvaient faire de cet ouvrage. C'était toujours des moments très importants parce que Marion parlait des salons du livre, ben, le principal événement littéraire en Algérie, qui est le SILA, Salon international du livre d'Alger. Un événement très intense pendant lequel on discute ben, pendant une dizaine d'heures par jour pratiquement de littérature. Et ça dure 7, 10, 15 jours en fonction des éditions. Donc, à chaque fois que j'ai rencontré des lecteurs autour de cet ouvrage, je pense que là, je suis en train de faire marcher ma mémoire pour voir s'il y a eu des soucis, des retours négatifs, absolument pas. Alors, il y a eu des rencontres aussi avec Jawad Rostom Touati, qui est à la fois auteur, euh, il n'aime pas trop le terme, mais je dirais critique littéraire et enseignant. Il y a eu des rencontres littéraires un petit peu aux quatre coins du pays. Il y a eu aussi les rencontres qu'on a pu avoir sur Canal Algérie, qui est la chaîne de télévision en langue française algérienne. Sur Culture, l'autre regard. Donc, on a eu des échanges à chaque fois qui étaient passionnants parce que Jawad, c'est un, probablement le lecteur le plus avisé ou le plus profond que j'ai rencontré sur mon ouvrage et sur beaucoup d'autres ouvrages d'ailleurs. Donc, globalement, la vie de ce livre en Algérie, je pense qu'il faudra lui demander. Mais je pense qu'elle a été très satisfaisante et très riche depuis, surtout depuis 2022, parce que de 2021 à 2022, la scène littéraire fonctionnait un petit peu au ralenti, c'était encore la fin de la période du coronavirus, etc. Donc, sur la période 2022-2024, le livre a extrêmement bien vécu. Encore une fois, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois sur l'Algérie qui serait un pays. C'est quoi l'expression consacrée maintenant? Où on brûle les livres. Euh, oui, voilà, il y a un petit peu cette idée-là qu'on veut véhiculer à propos de l'Algérie, qui serait un pays où on est allergique à la culture, allergique à la littérature, etc. Le pays a sans aucun doute ses soucis, mais ça n'est pas un pays où on brûle les livres, où on fait la chasse aux sorcières. Donc, j'ai eu aucun souci de ce point de vue-là. Très bien. Alors, on va parler d'Anir, évidemment, ce jeune garçon qui offre son regard, vous lui offrez un regard finalement au monde, sur le monde. Un enfant finalement très discret au départ, à la fois très attentif, dans la réflexion permanente. Il a un regard quand même. En fait, vous arrivez à lui faire dire des mots à travers son silence, et je trouve ça extrêmement fort dans les dialogues, notamment où on a l'impression qu'il est présent, mais en étant totalement absent. Seul son regard est
véritablement enfin, c'est quand même assez incroyable de faire exister un regard dans des mots, dans une littérature. Je trouve ça très cinématographique à la base, mais vous arrivez à le faire en littérature. Pourquoi vous avez décidé de choisir un enfant et une narration finalement à hauteur d'enfant? Est-ce que c'était peut-être pour montrer une certaine candeur, une innocence du regard qui offrait peut-être davantage de lucidité sur une situation conflictuelle? En fait, je voulais avoir déjà plusieurs thématiques qui me seraient accessibles, euh, plus spécialement du point de vue d'un enfant ou d'un préadolescent, puisqu'il rentre au collège. Euh, Déjà la thématique de l'éducation, du risque de dépersonnalisation, parce que je ne sais pas à quel point on va rentrer dans le cœur du roman, mais c'est-à-dire qu'à un certain moment, il va y avoir des tensions dans la famille Daniel sur jusqu'où peut-il pousser ses études. Est-ce que finalement, il ne va pas perdre tous ses repères s'il va être éduqué par ces gens-là? Et dans leur tête, ces gens-là, voilà, c'est l'appareil colonial. Je montre que cette crainte-là, ce risque-là se dissipe au fur et à mesure que le mouvement révolutionnaire prend ampleur et consistance. Parce que, voilà, bon, ça, sur ça, j'invente rien. C'est-à-dire, c'est Fanon qui montre que la maîtrise de la modernité et l'appropriation d'outils modernes, y compris d'une éducation moderne, ben, tout ça devient plus facile à concevoir pour une population colonisée à partir du moment où elle est en train de lutter de manière active contre le colonialisme et où elle est en train de lui porter des coups mortels. Aussi, avoir un personnage comme Enil, ça me permettait d'avoir un regard qui pouvait être plus ouvert sur son entourage. Parce que à travers Annie, je ne sais pas si on peut dire que c'est le protagoniste de ce roman ou le personnage principal, parce que je ne l'ai pas conçu comme un personnage principal. Pour moi, l'idée, c'était d'avoir une polyphonie à l'intérieur du roman, d'avoir plusieurs personnages comme Sahil, Arbia, Omar, etc., qui poussent chacun parfois dans leur sens personnel, avec leurs propres initiatives individuelles, parfois tous ensemble, et en même temps de pouvoir porter un regard sur l'ensemble de la situation. Donc pour cela, le choix d'Enir comme personnage, on va dire, le plus récurrent dans les points de vue véhiculés dans le roman, ça allait dans ce sens-là. Le deuxième élément, c'était le choix du lieu de vie d'Enir, qui est la grande maison mauresque, où il y a plein de petits appartements qui se font face, qui se sont regroupés autour d'un énorme patio. Donc ça, ce sont des grandes maisons qui existent encore aujourd'hui en Algérie. Et je voulais montrer justement qu'il y avait plusieurs vies, qu'il y avait une multitude de vies qui coexistaient et qui avaient en commun d'être traversées par cette grande histoire, ce grand mouvement historique de la période révolutionnaire. Donc c'est aussi pour ça, pour avoir un, la possibilité de jouer sur de multiples visions, que j'ai pris le personnage Daniel comme personnage principal, entre guillemets. Et d'ailleurs, alors vous dites qu'en effet, il y a une kyrielle de personnages, mais c'est aussi pour montrer peut-être la diversité de révolution. On a l'impression que chacun des personnages a sa propre vision de la révolution. Ils vont avoir des rôles différents les uns les autres. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que vous montrez, il y a aucune, vous montrez la diversité qu'un homme ou une femme, parce que vous allez parler, on va parler aussi des femmes tout à l'heure qui ont leur rôle à jouer, euh, mais cette diversité de volonté de contrer le colonialisme, elle est aussi extrêmement différente. Il y a une pléthore finalement, une pléthore de destins. Pourquoi vous avez choisi de ne pas faire bloc, comme si on avait l'impression que les destins de chacun des personnages aller dans des directions différentes et finalement aller se rejoindre à un certain moment, comme si la révolution était plurielle à travers son propre côté social, sa propre culture, à travers ses propres finalement caractéristiques. C'est quelque chose de fort que j'ai trouvé qu'on voit pas si souvent dans les romans qui évoquent une révolution.
Je trouve que c'est un choix extrêmement puissant. Bah déjà, merci pour ces compliments. Alors, je pense que ce que j'ai voulu faire, c'était de dépasser justement la contradiction qu'on nous pose entre, d'un côté, un bloc qui aurait été voilà, indépassable, une sorte de bloc de granit qu'on aurait fait avancer, et de l'autre, des personnages qui seraient allés dans plein de directions opposées, etc. Je montre qu'il y a justement des individualités, des réflexions personnelles différentes, des cheminements différents, des caractères différents. Donc la révolution algérienne n'est pas un événement totalitaire, même si j'aime pas énormément ce terme-là, c'est pas un événement qui fait disparaître les individualités. Au contraire, je montre comment est-ce que ces individualités expriment différemment les mêmes conditions historiques, sociales et le même mouvement historique. En l'occurrence, un fait, le colonialisme, un mouvement, la lutte contre le colonialisme et la libération. Et je montre comment est-ce que chaque personnage a eu sa propre histoire, son propre rapport à ces événements, a eu un élément déclencheur. Et je montre les éléments déclencheurs d'ailleurs pour Aîné de lui-même, même si, bien évidemment, puisque c'est un adolescent, un préadolescent, il va pas être en position de porter la révolution sur ses épaules. Mais je montre comment est-ce qu'il y a une réalité historique qui s'impose à une multitude de personnages et qui va les pousser à agir. C'est pour ça que même un personnage comme Reggab, bon, qui n'est pas très présent dans le roman, eh bien, à un moment donné, ben, cette réalité historique finit par s'imposer à lui. Et il finit par être confronté à ses propres choix, à ses propres contradictions. Et j'ai voulu montrer comment est-ce que cette révolution-là euh, permet de dépasser le débat traditionnel entre ce qu'on voudrait nous faire croire, entre d'un côté euh, l'idée que ah, finalement le colonialisme c'était pas si mal, ou en tout cas on peut en discuter, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que là mon ordinateur me dit que Oui, c'est oui, c'est insuffisant. parfait. Formidable. Bon, d'un côté, on voudrait nous faire croire qu'il y a le discours ouvert, modéré et pluriel. Quand on entend pluriel, très souvent, ce qu'on entend, c'est renvoyer dos à dos colons et colonisateurs, la victime et son bourreau, etc. Et de l'autre côté, on nous dirait qu'il y a le discours unanimiste où tout le monde dit exactement la même chose, etc. Ce que je veux montrer, c'est qu'il peut y avoir une pluralité d'opinions. Il peut y avoir des individualités qui sont aux prises avec le monde, essayent de le changer au sein d'un mouvement historique uni. Parce que finalement, ce qu'ont en commun l'écrasante majorité de mes personnages, c'est d'être emportés et de contribuer d'une manière ou d'une autre à ce grand mouvement-là. Et je pense que ça, c'est une question qui n'est pas devenue obsolète en 62, lorsque l'Algérie est officiellement redevenue un pays à part entière indépendant. Et je pense que c'est une question qui nous occupe encore aujourd'hui, à l'heure où nous réfléchissons aux différentes manières de nous organiser, y compris, pourquoi pas, sur un plan révolutionnaire. Et puis autour de ça, il y a cette atmosphère que vous arrivez à générer, ce brouhaha permanent dont vous parlez dans le roman, ces quartiers de la Mauresque, les cafés, notamment les cafés ont une importance capitale. Certains sont interdits aux femmes, d'autres sont interdits aux Algériens. Finalement, qu'est-ce que vous vouliez montrer aussi dans cette atmosphère-là? Qui est fondamental. On a l'impression d'entendre ces bruits, d'entendre ces voix, d'entendre quasiment ces cuillères dans les tasses à café. C'est impressionnant de réalité. Comment vous vous êtes documenté aussi sur la chose dans une période
que vous n'avez pas vécu parce que vous êtes extrêmement jeune. Et pour le coup, est-ce que vous vous êtes appuyé sur un tissu photographique, sur un tissu de témoignages? C'est très intéressant parce que on a l'impression que vous y étiez et je comprends Marion qui aurait pu penser que Mohamed Abdallah avait déjà 65 ans. Alors, je n'ai pas 65 ans. Donc, je tiens à préciser pour celles et ceux qui auraient pu se poser la question en me voyant. Mais alors, bien sûr que je me suis documenté, que je me suis renseigné, que j'ai essayé de faire tout un travail pour vraiment me remettre dans cette atmosphère-là. Nous avons aussi la chance, encore en Algérie pour le moment, d'avoir beaucoup de personnes qui ont vécu cette période-là, qui sont disposées à en parler. Et pour moi, c'était un élément très important de donner à vivre et à sentir cette période-là, parce que c'est ce qui distingue finalement l'ambition littéraire de l'ambition purement historique. Donc, si vous voulez avoir un témoignage sur ce qui s'est passé en Algérie pendant la colonisation, vous pouvez avoir le travail de l'historien. Je vais citer un grand historien arabe, Charles Ayssaoui, qui a fait une démonstration dans plusieurs de ses ouvrages sur l'histoire économique de l'Afrique du Nord, qui a montré qu'en 1962, l'Algérien moyen est probablement plus pauvre que l'Algérien moyen de 1830. Voilà. Donc, on est globalement sur une récession de 132 ans. Sachant qu'en 1830, voilà, le degré de développement économique des forces de production, etc., c'était déjà pas forcément extrêmement élevé pour tout le monde sur la planète entière à cette période-là. Et ben, en 62, l'Algérien moyen était plus bas que ça. C'est une démonstration à part. À côté de ça, il y a un certain nombre de témoignages, littéraires notamment. Et par exemple, vous pouvez lire Au café, qui est une pépite écrite par ce qui est l'un des plus grands, voire le plus grand écrivain algérien de tous les temps, Mohamed Dib. Euh, et dans Au café, par exemple, il y a un moment où Dib parle d'un homme qui est assis dans un café, qui ne fait rien pratiquement de la journée, qu'on pourrait croire complètement passif, inamovible. Et à l'intérieur de lui, il y a une honte fondamentale qui fait qu'il ne peut pas rentrer chez lui parce qu'il n'a pas de travail et que lorsqu'il rentre chez lui, sa petite fille le regarde et elle a faim. Et tout à l'heure, vous parliez des prémices d'une révolution. Ben là, vous avez des prémices. Là, vous avez ce qui est en train de bouillir à l'intérieur d'un père de famille qui, lorsqu'il rentre, a peur de trouver sa fille éveillée par la faim en train de le regarder. Donc, lorsqu'il y a ce type de témoignage, lorsqu'il y a tout ce patrimoine-là, je pense que c'est simplement une question de se mettre à la tâche et d'essayer d'être digne de cette tradition-là, de cette tradition littéraire qui donne à voir le réel, qui s'ancre dans le réel pour véritablement le donner à voir, à sentir et à penser au lecteur. Euh, c'est pour ça aussi que je me suis appuyé sur ces textes-là, que je me suis appuyé sur des témoignages, que je me suis appuyé sur la vie algérienne, tout simplement. Parce que cet événement-là est l'événement sans doute central de notre histoire contemporaine. C'est-à-dire que l'axe autour duquel tourne notre histoire contemporaine, c'est la révolution de 54 à 62. Son mouvement, ses contradictions, ses accomplissements, ses espoirs. Il y a beaucoup de choses qui se sont jouées à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses qui se sont jouées aussi dans la destruction de structures féodales, qui font qu'aujourd'hui, il serait complètement impensable en Algérie qu'une royauté puisse continuer à exister. Alors que si vous prenez un voisin de l'Ouest, par exemple, euh, bah,
c'est vu comme un élément central et fondateur au Maroc. Ce qui est complètement impensable en Algérie, parce qu'il y a eu un certain nombre de structures politiques qui ont été forgées dans le feu de la Révolution et qui donnent une certaine assise moderne, malgré tous les problèmes qu'il peut continuer à y avoir, qui donnent une certaine assise moderne à, à l'histoire algérienne. Alors que fondamentalement, vous prenez tous les pays maghrébins, euh, le socle historique, linguistique, culturel, religieux, tout ce que vous voulez, il est très, 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 très largement partagé. Mais cet élément-là a beaucoup joué dans la trajectoire historique algérienne. Et vous parlez toujours de révolution algérienne. On entend souvent une différence sémantique selon les partis, guerre d'Algérie, événement d'Algérie. Est-ce que ce choix-là, il est extrêmement, comment dire, il est extrêmement implacable? C'est ça qui est intéressant aussi. Comment vous expliquez ce terme-là par rapport à tout ce qu'on entend? C'est peut-être le seul conflit où véritablement, si on peut appeler ça un conflit là aussi, ça peut être, comment dire, à discuter, mais c'est le seul conflit, je vais le répéter, mais où il y a autant de différences de vocabulaire finalement. C'est ça qui est aussi très intéressant. On sent que l'identité de ce conflit, de ce colonialisme n'a toujours pas été sevrée. Oui, alors ben, je pense que ben, bon, pour le terme événement d'Algérie, bon là je pense qu'on est dans la pure propagande coloniale, voilà, on peut être très clair là-dessus. Sur le terme de guerre d'Algérie, bon, ben, ben, tout simplement je pense que ça c'est un terme français, parce qu'un Algérien ne va pas parler de guerre d'Algérie concrètement dans toute l'histoire de l'Algérie. Chaque guerre, chaque conflit a été une guerre en Algérie. Donc, il y a forcément besoin de termes plus spécifiques et plus algériens pour parler de ça. C'est comme si je disais, mettons, les Russes ne vont pas parler de la campagne russe pour parler des expéditions de Bonaparte qui sont entrées à Moscou. Donc là, pour le coup, sur le terme de guerre d'Algérie, voilà pourquoi est-ce que je ne l'utilise pas, parce que c'est un terme qui n'est pas, qui ne sert que très peu, voire pas du tout, à localiser l'événement en question. Quant au terme de révolution, alors il m'arrive aussi d'utiliser le terme de guerre de libération nationale, de guerre de libération algérienne, lorsque je parle de cette guerre, de ces événements-là. Mais je pense que le terme de révolution est celui qui est le plus adéquat parce que je ne parle pas que de guerre, je parle d'un mouvement global qui se manifeste à la fois dans le rapport à l'éducation, dans le rapport aux arts, dans le rapport à l'enseignement, dans le rapport à la littérature et dans plein de choses. Je ne parle pas que d'opérations militaires ou de Quasiment pas. résistance. Quasiment pas. Voilà. Il y a des moments où je donne le contexte, parce que à un moment donné, il faut bien en parler. Voilà. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont exécutés, il y a des gens qui sont tués comme ça dans la rue. Il y a cette violence-là, mais ce que je voulais faire, c'était un livre sur le mouvement de révolution dans son ensemble. Et dernier point, c'est sur la question de guerre de libération, de mouvement de libération par rapport au mouvement de décolonisation. Euh, je n'utilise pas beaucoup, voire pas du tout, le terme de décolonisation actuel, parce que décolonisation, ça sous-entend qu'il s'agirait simplement d'effacer ce qui existait avant. C'est-à-dire, il y a eu la colonisation, maintenant on va décoloniser, on va enlever la colonisation, on va revenir au statu quo. Ce qui est absolument pas ce qui s'est passé. C'était pas un processus d'involution identitaire ou de repli sur l'Algérie du début du 19e siècle. Le mouvement historique ne revient pas en arrière. Euh, donc, à partir du moment où il y a eu colonisation, le mouvement qui dépasse la colonisation, qui parvient à renverser le système colonial, forcément,
c'est quelque chose de différent par rapport à ce qu'il y avait, à ce qu'il pouvait y avoir auparavant. Et ça, c'est sans revenir sur toute l'histoire du terme même de décolonisation qui mériterait sa propre réponse. Tout à l'heure, vous avez dit le terme ambition littéraire. Il y a un passage aussi dans l'ambition de l'auteur, l'ambition littéraire dans le roman, notamment dans ce poème de Hugo, La Conscience, où je vous cite, et je vais citer deux extraits qui ne sont pas successifs, mais qui se complètent. Hugo lui-même n'a pas osé ramener Abel à la vie. Il a respecté le mythe originel, et toi, tu voudrais faire autrement, te mesurer à lui, peut-être le surpasser. Tu te prends pour qui? Simone de Beauvoir? Et un petit peu plus. Je te parle de lettres, pas de vulgaire compétition. Lire et encore plus écrire, c'est rentrer dans un monde qu'on fait sien et ne pas avoir peur de le dire lorsqu'un géant est injuste. Et Hugo a été injuste en condamnant Abel au silence. Il l'a tué une deuxième fois en somme. Ça m'a fait penser à votre rapport finalement à la littérature. Comment, où vous mettez le curseur de l'ambition littéraire? Est-ce que vous avez ce... On entend souvent que les auteurs disent finalement, mais le disent, mais sans le penser véritablement. Si Hugo a écrit cela, si Maupassant a écrit cela, pourquoi continuerai-je à écrire? Ce sera forcément moins bon. Alors, c'est une sorte de d'aveu finalement qui n'est pas réel puisque ces auteurs-là ont continué d'écrire. Donc, où vous situez-vous finalement dans cette lignée-là? On sent il y a un tel souffle dans ce que vous écrivez, il y a un tel style que sincèrement, je vous compare à certains grands auteurs. Est-ce que elle est difficile cette question parce que vous n'allez pas évidemment dire que vous êtes le futur Victor Hugo, mais j'aimerais savoir finalement où vous vous situez dans cette ambition littéraire. Est-ce que vous vous interdisez quelque chose? Est-ce que vous vous octroyez parfois quelques éloges? Où vous situez-vous par rapport à cette ambition littéraire? Ah, alors ça, véritablement, je pense pas que c'est à moi de déterminer parce que finalement, ça serait comme me demander la valeur que j'accorde à mes propres ouvrages. Et ça, c'est-à-dire, pour le coup, ça, c'est quelque chose que je remets entre les mains de critiques littéraires, de lecteurs de manière générale, donc de toutes et tous qui êtes là ce soir. C'est pas, je pense pas que c'est à l'auteur de se situer par rapport aux autres. Euh, Par contre, je revendique complètement l'idée d'une filiation littéraire. C'était le critique américain Harold Bloom, il me semble, qui avait parlé de l'angoisse de l'influence. L'idée que voilà, les auteurs, ou certains auteurs, avaient l'angoisse d'être influencés par leurs prédécesseurs, qui faisaient tout pour se démener pour en sortir, et que finalement ils y revenaient quand même d'une manière plus ou moins détournée. Alors, c'est peut-être parce que j'ai lu Bloom il y a quelques années que je me suis dit, bon, ben, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, je revendique pleinement certaines filiations littéraires. Alors, pas tant avec Hugo pour tout un tas de raisons, mais ben, par exemple, si on veut parler des grands auteurs du 19e siècle, je ne chanterai jamais assez les louanges de Balzac, parce que Balzac dit la société de son temps avec une puissance et une profondeur qui sont véritablement impressionnantes. Balzac voit la montée non seulement de la bourgeoisie industrielle, ça, bon, ok, mais il voit déjà venir la montée de la bourgeoisie financière, qui ne deviendra évidente que des décennies plus tard, euh, ce qui est absolument remarquable. D'autant plus que Balzac lui-même était en dernière instance un réactionnaire. Et c'est là où on voit quand même la grandeur de l'écrivain, c'est que sa grandeur a dépassé ses propres opinions. Il a été presque un géant malgré lui, si j'ose le terme. Après, pour les auteurs postérieurs, bon, si on veut rester dans la littérature française, il y a Proust qui pour moi va plus loin encore, beaucoup plus loin dans la profondeur psychologique des analyses de ces personnages. Sinon, il y a des auteurs du monde arabe. Alors, pour l'Algérie, j'ai cité Mohamed Dib. Euh, Moi, j'y ai vu Ahmet Altan. Je ne sais pas si c'est une référence ou pas, mais je trouve qu'il y a beaucoup
de Ahmet Altan en vous. Vous me direz si je me trompe totalement, mais je trouve qu'il y a une véritable filiation aussi, peut-être littéraire. Alors, moi, du point de vue des auteurs que j'allais citer, j'allais davantage parler, même si encore une fois, c'est une relation un peu amour-haine de Taha Hussein, l'auteur égyptien, qui, lui, n'a pas, absolument pas euh, eu de scrupules à passer de la case du critique littéraire à celle de l'auteur, à celle même de l'homme politique. J'ai de grosses divergences quant à sa vision de la culture et de l'histoire du monde arabe, mais je trouve ça très intéressant déjà de voir un littérateur qui prend véritablement à bras-le-corps un certain nombre de thématiques historiques dans le monde arabe. Si on veut revenir au cas plus spécifique de l'Algérie, il y a Mouloud Faraon, qui est un auteur qui vient de la région de Kabylie, qui a décrit, comme Dib a décrit avec une grande profondeur ce qui se passait dans l'Algérie de l'Ouest. Dib est plus exactement de la ville de Tlemcen, qui est à l'extrême ouest de l'Algérie, ville où j'ai grandi au passage. Donc voilà, il y avait toujours un petit peu cette atmosphère assez dibienne. Euh, Pharaon, lui, parle de la réalité en Kabylie, par exemple le fils du pauvre. Voilà, ça renvoie à un certain nombre de réalités historiques et sociales en Kabylie. Il y a un certain nombre de différences avec ce qui peut se passer dans l'Algérie de l'Ouest, mais on voit ce fait historique total qui est celui de la colonisation qui s'impose à tous, même à des centaines de kilomètres de distance. Même dans des régions où on ne parle pas forcément la même langue au quotidien, eh bien, il y a quand même cet élément-là qui tombe de manière très brutale sur tout le monde. Ces carnets de notes aussi sont une véritable mine d'or de réflexion. Et bon, Salah c'est quelqu'un qui a été tué par l'OAS dans les derniers jours euh, avant la libération complète et définitive de l'Algérie. Donc, son destin en plus a été particulièrement tragique de ce point de vue. Et puis, de manière plus globale, je dirais que dans ma filiation littéraire, il y a aussi une certaine filiation intellectuelle et que je revendique pleinement la porosité entre les différents auteurs qui ont pu m'inspirer. Donc, par exemple, si je cite Hegel, on pourrait me dire, mais si Hegel vous inspire, c'est de la philosophie, c'est pas de la littérature. Je dirais oui et non, parce que déjà, la phénoménologie de l'esprit, on peut dire que c'est un Bildungsroman. Et de manière générale, je pense que si on regarde la manière dont je conçois la littérature, il n'y a pas d'un côté le domaine de la réflexion pure, et de l'autre, le domaine de l'affect qui, lui, serait à réserver aux poètes et aux autres littérateurs. En effet. Alors, il y a aussi cet inconscient collectif dont on n'a pas encore parlé, algérien. Je vous cite là aussi. Il existe dans notre inconscient une voix lourde, ankylosante, qui nous murmure sans arrêt que des afflictions si grandes ne pourraient qu'être notre destin. Est-ce que ça a changé, ça, finalement? Est-ce que le côté identitaire des Algériens a évolué depuis cette révolution? Est-ce qu'il y a toujours ce côté qu'on doit souffrir quand on est algérien obligatoirement? Est-ce que c'est un destin commun à cette époque-là ou au contraire, les choses ont évolué depuis l'indépendance? Non, je pense que justement, je parlais des structures qui ont été abattues par la Révolution, ça en fait partie, parce que à cette période-là, on était face à un ordre colonial donc qui était ce qu'il était, en termes de mort, puis après en termes de dégradation continue des conditions de vie, d'exploitation, etc. Tous ces éléments-là, eh ben, au bout de plus d'un siècle, ça avait pu instaurer un état d'esprit chez certaines personnes. Ça avait pu instaurer ces structures ankylosantes que vous venez de citer,
avec un défaitisme qui aurait voulu que les choses ont toujours été comme ça, elles seront toujours comme ça, et ça sert à rien d'essayer de mettre à bas l'ordre colonial. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cet état d'esprit. Et le défaitisme n'a pas disparu, mais ce n'est pas un défaitisme qui est très différent de celui de tout peuple aujourd'hui qui est confronté à la problématique de comment s'organiser pour changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, voilà, ces problématiques-là existent sous des formes différentes un petit peu partout. Mais l'Algérie, elle, est sortie de la colonisation de peuplement, elle est sortie de cette phase-là, de cette longue nuit coloniale. Donc il n'y a pas, je pense, de raison de, de singulariser une identité particulièrement défaitiste en Algérie, bien au contraire. Très bien. Alors, et évidemment, on va parler d'éducation puisque c'est aussi une immense thématique du roman. Je vais encore vous citer parce que j'aime à citer quand c'est beau. Merci. Euh, et il y a différents, je vais citer deux passages qui se répondent peut-être l'un à l'autre. Il s'était en effet aperçu que ces bons élèves n'étaient guère pris de passion pour la musique, mais plutôt pour le statut qu'elle pouvait leur conférer. Singeant sans doute leurs parents, ils avaient vite vu dans la maîtrise d'un instrument, dans la capacité à accompagner une ode, non pas un but en soi, mais un moyen de se faire passer pour de petits Wagner alors que leur sensibilité n'aurait pas su différencier un mouvement de Mozart d'une production de Musac. Ils se gargarisaient de pouvoir énumérer des termes techniques qui, pensait-il, leur accordaient une place de choix à la table des artistes, mais il y avait dans leur délectation creuse un écho irritant. Vous comprendrez le côté contemporain de la chose peut-être pour certains étudiants ou élèves. Deuxième extrait, ce que je crains justement, c'est qu'ils lui en apprennent un peu trop, au point de le changer. Le savoir est quelque chose que nous devons manier avec prudence, surtout lorsque des étrangers viennent y glisser leurs mensonges et les faire passer pour une innocente vérité, et je ne veux pas qu'Anir ait l'esprit retourné par ces gens-là. Il y a deux passages qui évoquent beaucoup de choses, non seulement pour le corps enseignant, mais peut-être pour d'autres personnes. Je trouve que vous arrivez à mettre en place finalement, dans une époque extrêmement éloignée et en même temps extrêmement saillante aussi pour de nombreux Algériens, mais vous mettez finalement tout le mal de nos sociétés au niveau éducation. En même temps, vous mettez en avant la beauté de l'éducation, puisqu'on va parler aussi de ce professeur de musique, notamment, qui est un merveilleux enseignant. Tout le monde, je pense, aurait voulu peut-être l'avoir. Mais de l'autre côté, vous mettez aussi en avant l'éducation par le système colonial, qui évidemment détourne beaucoup de jeunes esprits. Ah oui, alors là, il y a donc plusieurs thématiques Il abordées. y en a à peu près 42. Déjà, déjà, je suis content de votre choix, notamment pour le deuxième extrait, parce que j'ai hésité à prendre le même passage pour les lectures, pour les passages à lire que vous m'aviez demandé. Donc, je suis content de mon choix aussi. Je suis content de ne pas l'avoir pris parce que sinon, ça aurait été redondant. Mais sinon, pour en revenir à vos questions très pertinentes, alors, sur la question de l'enseignement, alors de l'enseignement de manière générale, de l'enseignement des arts et de la littérature en particulier, oui, je pense qu'il y a de manière très claire une volonté là de montrer aussi la raison pour laquelle certaines personnes s'intéressent à la littérature, aux arts de manière générale. Et ça date pas d'hier. Hein, la raison pour laquelle la musique était très importante dans l'enseignement des cités grecques, c'était pour apprendre l'harmonie aux futurs citoyens pour que globalement ils soient capables de travailler ensemble. Donc l'idée c'était de former un corps citoyen. C'était pas de former des gens au rapport esthétique le plus poussé. Donc voilà, ça vient de très loin. Donc, lorsque je parle de ces questions-là, je parle tout simplement de la volonté de certaines personnes de s'accrocher à l'apparat qui est associé à la littérature, à la culture, aux arts, plutôt qu'aux arts en eux-mêmes.
Euh, et tout ce que ça peut entraîner aujourd'hui, ça prend un visage particulier qui est lié aux sociétés que nous connaissons, donc des sociétés industrielles, ou parfois un petit peu, même si j'aime pas trop le terme, post-industriel, où l'important c'est le statut social, c'est se différencier d'une classe à l'autre. Donc c'est un petit peu, c'est ce à quoi est confronté Monsieur Roth déjà. Vous parlez du fait que c'est une époque très lointaine et qu'il n'est pas forcément, justement, je pense qu'à l'échelle de l'histoire humaine, les années 50, c'est hier, hein. On est déjà dans des sociétés où beaucoup des éléments que nous connaissons sont en place, où beaucoup des lignes de tension que nous retrouvons encore aujourd'hui sont en place, et où certains mécanismes, notamment ce mécanisme-là d'essayer de se raccrocher aux arts pour se différencier d'autres classes sociales, ces mécanismes-là sont déjà en place. Donc, pour moi, c'était une manière de parler d'une des problématiques de l'éducation dans nos sociétés contemporaines. Et le deuxième passage que vous avez évoqué, c'est un écho à ce que j'avais mentionné tout à l'heure. Parce que la personne qui parle lorsqu'elle dit que ces gens-là vont transformer Enir, c'est sa grand-mère, c'est Nana. Parce que, alors, on n'en a pas énormément parlé, maintenant on va peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet, mais Enir, c'est un jeune Algérien, un indigène comme on dit à l'époque, qui rentre dans un collège français. Il rentre au collège des Palmiers pour des raisons que la suite du roman dévoilera, parce qu'il a été repéré par une enseignante française. Et c'est un événement pour tout le monde. Voilà, ce qui est déjà, ce qui ne va pas de soi, parce que je montre un petit peu que le taux de scolarisation ça je ne le dis pas en chiffres, mais le taux de scolarisation des jeunes Algériens dans cette période-là, il est de l'ordre de quelques pourcents. Ça, c'est pour bien comprendre que l'idée qu'un île rentre dans un collège français, c'est en soi quelque chose de très, très, très étrange, qui ne va pas du tout de soi, ce qui peut déranger notamment un certain nombre de personnes dans la famille, dans l'entourage d'Anir, à commencer par sa grand-mère, qui est la plus conservatrice de ce point de vue-là. Parce qu'elle va se dire, bon, on a déjà beaucoup perdu à cause du système colonial. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu le risque que le petit dernier soit absorbé par ce monde-là? D'autant plus qu'Anir va révéler une certaine appétence pour la littérature française et aussi pour la musique symphonique européenne. Ce qui va, là encore, poser des problèmes parce que sa famille est plutôt une famille qui est empreinte de l'héritage arabo-andalou classique. Donc le fait qu'il s'intéresse à cette musique-là au contact de son professeur, ça n'est pas quelque chose qui va de soi. Et ça devient un petit peu le terrain d'une bataille symbolique. Puis, petit à petit, il y a cette idée-là qui s'impose, qui est de dire, bon, eh bien, cette éducation vaut quand même le coup, même dans un contexte aussi compliqué. Et ça, alors ça, c'est aussi un, une référence à une problématique qui s'est posée en Algérie, notamment au lendemain de la libération, parce qu'il faut savoir que dans les années 60-70, la grande priorité de l'Algérie, c'était l'éducation dans les sciences dures. Le pays avait besoin de médecins, d'ingénieurs, de gens capables de faire tourner les centrales hydroélectriques, de faire fonctionner les usines de raffinement, etc. C'était tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui était lié à l'appareil productif algérien tel qu'il était en train de s'accomplir, de se créer à cette période-là, dans les années 60-70. Bon, là-dessus, les questions se posent vis-à-vis de l'enseignement des lettres, des arts et de tout ce qui va avec. Est-ce que c'est pas un petit peu superflu?
Et je ne suis pas dans la posture du romantique désespéré qui se dit, est-ce que le monde moderne veut encore de nous? Est-ce que le monde moderne ne tolère pas le beau, etc. Je ne suis pas dans cette posture-là parce que je comprends bien les thématiques et le côté urgent de la situation. Donc là, si je vous dis qu'à l'époque où il fallait faire tourner une raffinerie, bah, la situation était urgente, je vous laisse imaginer à quel point la situation était urgente en 54, en pleine révolution. À ce moment-là, il y avait des thématiques autrement plus terribles qui saisissaient les Algériens au quotidien, en tout cas dans lesquels ils vivaient. Euh, donc à partir de là, j'ai essayé de montrer ce conflit autour de l'éducation, la place que cette éducation pouvait tenir déjà comme débat au sein de la famille d'Anir, au sein de son entourage, et comment est-ce que ça allait être plus ou moins résolu. Très bien. Alors, c'est le moment du premier extrait, Mohamed, que vous avez choisi. Avant ça, on va faire une petite photo de groupe. Voilà, comme on en a l'habitude. Si vous avez l'exemplaire du livre, Oui, c'est le moment. allons-y. 3, 2, 1. C'est parfait. Merci. Allez, c'est à vous, Mohamed, pour le premier extrait. Très bien. Alors, c'est un extrait de la page 41. Un vent frais caressait les cheveux de Saïd. Loin d'être irrité par cette interruption, il poursuivit sa lecture, son attention tout entière sur le texte qu'il avait sous les yeux, son texte plus précisément. Voilà des semaines qu'il parcourait ses manuscrits, s'attardant sur chaque formule, retravaillant chaque phrase avec un soin d'orfèvre. Sa précédente vocation de traducteur lui avait appris à être patient avec les mots, et il mettait aujourd'hui sa patience au service de sa propre œuvre. La nature, visiblement décidée à ne pas laisser l'écrivain en paix, jeta une nouvelle distraction par la fenêtre de son bureau. Cette fois-ci, il ne s'agissait plus d'une brise, mais d'une mésange égarée, dont le gazouillis inquiet interpella Saïd, lui faisant relever les yeux de son roman. Il plongea son regard vers la ligne d'horizon et laissa son esprit vagabonder, quitte à trébucher sur quelques doutes en chemin. Son écriture était le produit d'une conjoncture, de son monde et pas d'un autre. Parfois, il se sentait presque impuissant, comme emporté malgré lui par un flot impétueux. L'histoire lui intimait les thèmes que ses romans se devaient de traiter, la réalité qui se devait de montrer. Une telle injonction, souvent répétée, courait le risque d'inhiber son expression, de lui soutirer l'ivresse créatrice qui s'était saisie de lui dès l'instant où il avait résolu de donner vie à ses livres. N'était-il pas, en effet, prisonnier de l'ordre dicté par les événements dont il était le témoin? Réfléchissant un instant, Saïd convoqua alors un autre pan de l'histoire pour défendre son œuvre. Les écrivains européens du siècle précédent n'avaient-ils pas, eux aussi, été les produits de leur époque? Aurait-on imaginé un siècle romantique sans une fièvre révolutionnaire, comme celle qui s'était saisie du vieux continent? Personne n'aurait pu concevoir cela, à commencer par ces auteurs eux-mêmes, tout à fait conscients en leur temps de vivre un moment unique qui conditionnait leur écriture sans brider leur génie. Désormais, les révolutions avaient traversé la Méditerranée. Et tandis que l'Occident se remettait des horreurs qu'il venait de découvrir pour la première fois sur son sol, après les avoir semées sur tous les continents, une flamme nouvelle jaillissait au sud. Les peuples se mouvaient, les espoirs naissaient et les plumes frémissaient. Il appartenait à celle de Saïd de saisir le moment algérien dans toute son unicité, dans son instantanéité éthérée, pour lui donner un corps d'encre et de papier, l'offrir à tous ses contemporains et par-delà à l'éternité. En accomplissant cela, il ne se conformait pas seulement à une obligation imposée par son époque, il saisissait une chance artistique suprême et tentait de s'en montrer digne. Merci, Mohamed. Évidemment, je l'avais souligné, celui-ci aussi, et évidemment, j'allais en parler juste après. Euh, on, Alors, on voilà. est synchro. Euh, c'est intéressant, là aussi, j'étais persuadé ou presque que vous alliez choisir celui-ci, notamment pour parler de ces écrivains européens et finalement de lier les deux histoires ensemble. Je trouve que là aussi, vous visez juste, et c'est peut-être l'occasion de parler de l'oncle Saïd que Anir vénère, alors qu'il aura un destin particulier, on ne dira rien, mais Dire
dira rien, mais c'est un personnage extrêmement intelligent, extrêmement cultivé, extrêmement juste dans tout ce qu'il dit. Tous ces personnages, finalement, comment vous les avez construits? Est-ce que certains sont empreints de réalité? Peut-être que, je pense que oui. Peut-être Larbi, j'imagine que oui. Mais finalement, comment vous les avez conçus? Comment vous les avez façonnés avec votre glaise, avec votre or, finalement? Qui sont-ils, ces personnages? Alors, je parlais tout à l'heure de processus voilà, de raffinage. Là, ça a été un processus de mélange, puis après de séparation. Je m'explique. Euh, Mes personnages sont bien sûr en grande partie issus de mon imagination, mais ils ont aussi des échos avec des personnages qui ont réellement existé dans le paysage littéraire et artistique, politique algérien de cette période-là. Alors, il y a certains personnages qui sont des références à plusieurs personnages historiques simultanément. Donc, il y a différentes facettes qui se mélangent. Il y a d'autres personnages qui sont des références à différentes parties de la vie d'une même personne. Euh, Vous êtes amusé? Bon. oui, oui, je me suis beaucoup amusé à faire ça. C'était une sorte, bon déjà, d'hommage que je rendais à des figures importantes de notre histoire. Je tiens à préciser qu'il n'est pas nécessaire d'avoir toutes ces références-là pour suivre la trame du roman. Fort heureusement, je pense, parce que sinon, il y aurait peut-être que quelques personnes Je crois qu'il y en a eu trois qui ont... Il y a eu trois lecteurs qui ont eu la totalité des références. En tout cas, trois lecteurs qui ont eu la totalité des références et avec qui on a pu échanger par la suite. Cependant, ce que je voulais faire aussi, c'était, comment dirais-je, de montrer le réel par mon imagination. D'ailleurs, à un moment donné, il y a des références à Proust qui parlent, d'ailleurs, c'est plus exactement un de mes personnages qui fait une référence à Proust, qui parle de sa manière de concevoir ses personnages. Donc là, on voit la mise en abîme un petit peu. Euh, Proust qui parlait du fait de prendre des personnages issus du réel, puis après d'y injecter sa propre dose d'imagination qui ne devait pas les rendre moins réels, mais peut-être au contraire, si possible, plus tangibles encore. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire avec ces personnages-là, tout en leur donnant voilà, des trajectoires fictionnelles, des parcours sortis de mon imagination. Mais c'est comme cela que je les ai créés, c'est comme cela que je les ai conçus, tout en essayant voilà, d'éviter d'en faire des archétypes. Voilà. Mais c'est pas de retomber dans de l'essentialisme. Et alors, on a ce titre, Le vent a dit son nom, Oui, qui j'imagine est peut-être une référence au vers de Rimbaud. Le vent a dit le nom d'un nouveau euh, j'ai Furta. Il y a beaucoup de choses dans ce titre-là. On pourrait en avoir peut-être différentes métaphores, différentes significations, mais il est extrêmement beau. Et c'est peut-être l'occasion aussi de parler de la poésie, puisque je ne sais pas si vous êtes poète, si vous avez déjà écrit des poèmes. Peut-être que ceux qui sont dans le roman sont de vous. Je ne sais pas. J'imagine que oui. Mais vous avez un véritable talent aussi de poète et de très beaux extraits sur la poésie et vous lui donnez une signification aussi particulière. On sent que c'est quelque chose qui vous anime. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce nouvel art finalement? Je le passe à côté de la littérature pour moi parce que c'est quelque chose d'encore peut-être un peu plus grand. Mais qu'est-ce qui vous anime avec cette poésie-là et notamment avec ce titre? Alors, le titre, c'était donc un clin d'œil à Rimbaud. Vous avez très bien identifié la source de ce titre, Le vent a dit son nom. C'est aussi une manière d'illustrer ce dont je parle un petit peu depuis tout à l'heure, c'est-à-dire les transformations de la société algérienne qui ont rendu possible la révolution. Parce qu'au 19e siècle, quand Rimbaud écrit
ce vers-là. Donc, quand il parle de Jugurtha, pour faire référence à l'émir Abdelkader, qui est un des principaux chefs de la résistance algérienne au XIXe siècle, qui sera finalement vaincu. Eh bien, Rimbaud a dans l'idée de dire, bon, finalement, l'émir s'est bien battu, l'émir a résisté, mais maintenant, en reconnaissant toutes ces valeurs et les valeurs du peuple algérien, bon voilà, il est temps qu'il tende la main à la France et qu'ensemble nous bâtissions quelque chose de beau, etc. Donc on est quand même dans une vision qui est largement paternaliste. Quand bien même Rimbaud a, on va dire, une vision du peuple algérien qui reste bien plus en empathie avec ce que peuvent vivre les Algériens à cette période-là que plus de 90% des auteurs français qui sont exprimés sur la question à l'époque. Donc, Rimbaud, malgré cela, est bien sûr un produit de son temps, de sa société, et des manières de penser qui sont dominantes à cette période-là, même s'il y a quelques voix discordantes, bien sûr. Au XXe siècle, les choses ont changé, puisque ce ne sont plus des auteurs comme Rimbaud qui parlent par et pour le peuple algérien, en tout cas par le peuple algérien comme il le revendique. Ça n'est plus cette configuration-là que nous rencontrons. Ce sont des Algériens qui parlent en leur nom, pour eux-mêmes, qui essayent de retrouver leur voix avec un E et avec un X. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une évolution, une transformation de la société algérienne entre-temps. Parce qu'au XIXe siècle, au-delà de toutes les destructions physiques qu'il y a pu y avoir, il y a eu aussi la disparition des Madalassans. Concrètement, c'était la destruction de tous les systèmes d'éducation traditionnelle qu'il pouvait y avoir. Donc, une diminution drastique de tous les moyens de résistance lettrée qui pouvaient exister. Au XXe siècle, il y a le retour progressif euh, d'une voix algérienne, mais d'une voix algérienne qui utilise les moyens modernes de résistance, notamment par le biais des médias, surtout de cette période-là, mais on parle des journaux lorsqu'on parle des médias de cette période-là. Parce que c'est le média moderne par excellence à cette époque. Euh, et je montre, là encore, un élément que j'avais déjà évoqué tout à l'heure, c'est le fait que la révolution n'est pas une involution identitaire, c'est pas un repli sur ce qu'il y avait avant, c'est prendre en main sa propre voix et raconter sa propre histoire pour préparer la révolution en elle-même. Et c'est précisément dans cet état d'esprit que j'ai fait ce clin d'œil à Rimbaud pour dire que là, la roue avait tourné. Et si j'ose dire, non, j'allais traduire un terme en arabe, mais je pense que ma traduction aurait été un peu balourde. Euh, donc, pour parler concrètement, à ce moment-là, les Algériens sont en pleine possession de leurs moyens d'expression. C'est ça qui a changé par rapport à la période de Rimbaud, par rapport au XIXe siècle. Donc, c'était une manière d'illustrer ce mouvement-là. Pour ce qui est de la poésie, alors, lorsqu'il y a... Est-ce Oui, que vous me permettez de lire les deux passages avant bien sûr. qui sont, euh, qui sont propres à un passage, notamment sur Ronsard. Comme ça va peut-être aussi exprimer aussi ce que vous voulez dire par la suite. Pour Aomar, dont on n'a pas parlé d'ailleurs encore, la poésie n'avait pas à se préoccuper de gloire nationale, mais devait plutôt aider le poète à sonder ses entrailles, à pénétrer dans les plus intimes de ses sentiments, à formuler ses mots avec grâce avant de les offrir aux autres. Et un petit peu plus loin, pour lui, un poème se devait d'être compact, dense, chargé en émotions, et, dans l'idéal, de faire lire à son destinataire ce qu'il avait toujours senti, mais qu'il n'aurait su si bien exprimer. Ainsi était la poésie pour Aomar, un dialogue entre deux âmes, l'une guidant l'autre vers les plus viscéraux de leurs sentiments, ou lui faisant découvrir des terres inconnues et jusqu'alors insoupçonnées.
Là aussi, une fois de plus, un passage magnifique sur la poésie et sur l'art d'être poète finalement. Et je vous laisse la parole, Mohamed. Merci. Bah, justement, je montre les différentes conceptions de la littérature, de la poésie chez mes personnages. On en revient à la thématique de montrer qu'il y a plusieurs opinions différentes ou divergentes au sein d'un mouvement qui tend vers un but commun. Donc là, en l'occurrence, à Hommage, ben, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Je parlais des articles qui étaient au cœur de la stratégie de résistance algérienne. Eh bien, Aoumal, il est en plein là-dedans. Aoumal, ce sont ces articles qu'on peut voir officiellement dans... Pardon. Il y a Une introduction intervention divine. l'intervention féline. Euh, Aoumal, il est en plein dans cette dynamique-là. Il est en plein dans l'engagement politique par par ses articles, mais de l'autre côté, il a ce versant politique-là, il a sa propre perception de la poésie. Je ne crois pas à la séparation étanche et parfaite entre prose et poésie. C'est une question de différence dans l'intensité pour moi. C'est une question de différence dans l'intensité littéraire, dans l'intensité verbale. Mais je ne pense pas qu'il y ait de distinction infranchissable entre les deux. Donc là, par exemple, là, je viens de voir un commentaire sur le chat dans le chat, c'était assez amusant. Donc là, par exemple, à l'intérieur du livre, ben, il y a le poème ou le passage de prose rimée qui donne le vent a dit son nom, parce que le vent a dit son nom, c'est aussi euh, une phrase à laquelle je fais référence directement, de manière intradiégétique, pour utiliser l'expression consacrée, dans le roman. Pourtant, ça, c'est quelque chose. Alors, ça, c'est un clin d'œil, je pense, qui n'est pas direct et que peu de personnes peuvent déceler si je ne le mentionne pas. C'est que c'est une référence à un auteur libanais, Ahmed Fares Chelia, qui est l'un des plus grands auteurs arabes du 19e siècle, qui avait basé son jugement de la littérature arabe par rapport aux littératures occidentales qu'il connaissait bien, puisqu'il avait voyagé notamment en France et en Angleterre. Il avait basé son jugement sur l'idée que la littérature arabe avait une grande force, c'était sa capacité à mélanger poésie et prose, notamment dans la prose rimée, qui est une, une catégorie entière de la littérature arabe. Et lorsque je mélange la poésie avec ce roman en prose, lorsque que je tente de faire fusionner ces différents aspects-là de l'expression littéraire, eh bien, j'essaie aussi, à mon échelle bien sûr, de m'inscrire dans cette tradition littéraire-là. Et je pense pas qu'aujourd'hui, on puisse établir un distinguo aussi catégorique que celui évoqué par Haramage euh, dans le passage que vous avez cité. Je ne pense pas qu'on puisse établir un distinguo aussi catégorique entre la vocation de la poésie, celle de la prose. Euh, En tout cas, je ne pense pas qu'un tel distinguo soit très productif. Euh, mais c'est précisément en donnant à voir des points de vue différents que je montre l'élément que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est que mes personnages, je les crée à partir à la fois de mon imaginaire et de différents parcours qui ont pu exister. D'ailleurs, j'ai pas cité la phrase la plus importante du passage pour laquelle j'ai mis 52 cœurs à peu près. Les épopées et autres grandes considérations pouvaient bien se contenter de la prose pour battre leur tambour. La poésie devait simplement compter la vie, la mort ou l'amour. Mhm. Et là, je trouvais ça très beau. Ouais, Euh, merci. Vous n'excluez pas non plus, je l'ai à peine évoqué tout à l'heure, mais on va en parler vous n'excluez pas le rôle prépondérant qu'ont eu les femmes, notamment Damia a un rôle aussi prépondérant dans cette révolution. Euh,
Vous mettez en avant de multiples personnages féminins et c'est pas si souvent le cas finalement, encore moins dans cette période-là. Qu'est-ce que vous vouliez aussi montrer? Vous vouliez les mettre davantage en avant, elles qui étaient peut-être un petit peu plus invisibilisées par certains discours. Je trouve que c'est aussi un bel hommage que vous leur faites. Merci. Alors, je, je m'étais consacré avec davantage d'insistance à cette thématique-là dans mon roman de 2018, Souvenez-vous de Nosfer de la Soumam, mais ça reste une thématique qui reste importante pour moi, notamment lorsque j'aborde certaines questions. Par exemple, la question du voile. Je montre, en fait, la question du voile est abordée à deux reprises. Il y a un contexte où je montre une femme qui se voile parce qu'elle a grandi dans un milieu où elle était envoyée travailler chez des colons qui avaient un regard un petit peu concupiscent et que pour elle, mettre le voile, c'est une manière de se protéger et donc aussi de résister. Et je montre un autre contexte où une femme enlève le voile pour aller travailler de son plein gré euh, dans un petit commerce du coin, et parce que c'est sa volonté, et parce qu'elle veut une nouvelle vie, parce qu'elle veut euh, changer ses conditions d'existence. Je montre que c'est finalement ça qui est au cœur des problématiques qui se posaient en tout cas à cette période-là. C'était se voiler ou se dévoiler, dans quel contexte, et surtout avec quelle place qui est donnée à la volonté féminine. Parce que, et ça c'est encore un point, je ne vais pas me lasser de le citer, mais c'est encore un point qui est mentionné par Frantz Fanon, qui s'est beaucoup intéressé à la révolution algérienne. Il montre que les campagnes, parce qu'il y avait déjà à l'époque, il y avait des campagnes coloniales, donc de l'État colonial, qui invitaient avec beaucoup d'insistance les femmes algériennes à se dévoiler. Et globalement, ça ne fonctionnait pas. Et Frantz Fanon a montré que l'idée de se dévoiler a commencé à être de plus en plus admise à partir du moment où il y avait un horizon révolutionnaire qui se profilait. Et ça, pour moi, c'est un élément qui est assez significatif. Bien sûr que ce n'est pas le seul. Il y a la question, de manière générale, du rôle des femmes dans cette société-là, dans la société algérienne des années 50, et après, dans le mouvement de libération nationale. Mais si, c'est-à-dire, c'est quelque chose, je ne sais pas si on en a beaucoup conscience en France, mais si on demande aux Algériens qui sont les Jamilettes, c'était des résistantes qui avaient en commun le prénom Jamila, ils savent qui sont ces femmes-là. Et notamment le fait que ce sont des femmes qui n'étaient pas dans la conception, ce qu'on appellerait aujourd'hui une conception genrée de la résistance, c'est-à-dire où il y a uniquement la femme qui est dans un coin, qui prépare à manger pour le résistant et qui reste plus ou moins passive en dehors de ce rôle-là, mais au contraire des femmes qui pouvaient contribuer à la résistance de manière très directe et permanente. Et je cite pour la première version dont vous parliez de cette femme, tout en eux me faisait haïr ma vie. C'est aussi à cause de ce que j'ai traversé que je suis heureuse de porter le voile aujourd'hui, de ne leur donner à voir de mon corps que ce tissu que je porte comme un drapeau. Et c'est dans ce contexte-là qu'elle le dit. C'est dans le contexte où elle est forcée de travailler voilà, pour des colons dans un milieu qui n'est pas très, comment dirais-je, pas très accueillant pour rester poli. Et à côté de ça, il y a véritablement comment dirais-je, une dynamique de libération des femmes aussi, puisque la libération du peuple algérien, c'est aussi la libération de sa moitié féminine. Et que pour moi, à ce moment-là, l'action féministe par excellence, c'est contribuer à la révolution, quelle que soit la forme de cette contribution. Dans l'épigraphe, vous dites que votre éditeur vous a soutenu contre vents et marées. Tout à l'heure, vous Oui. disiez qu'il n'y avait pas eu finalement
de choses négatives ou de choses difficiles. Quels sont ces vents et marées? Est-ce que c'est le travail de l'écrivain? Est-ce que c'est quelque chose qui a eu du mal à sortir? Oh, Finalement, c'est non, difficile. alors, c'était un contexte qui a prédaté la sortie du livre. C'était la période 2020-2021. C'était un contexte très compliqué, notamment pour faire le pari de sortir de nouveaux ouvrages, hein. Et chose qui est encore aujourd'hui très difficile. En Algérie, il y a eu la crise du papier, crise de l'encre, etc. C'est pour ça que je rends hommage avec autant d'insistance et au-delà de l'affection très profonde que je porte à Kalim Shir et Samia Zinadi, c'est pour ça que je leur rends autant hommage. C'est parce qu'ils sont véritablement à la pointe d'un combat qui est pour moi central. Et prendre le pari de sortir l'ouvrage dans un tel contexte euh, à cette période-là, c'était quelque chose qui était vraiment pas évident. Et en plus, imaginez-vous qu'ils ont retenté le pari en 2023 avec Le Nil des Vivants, qui est un ouvrage qui était aussi nettement plus long, en plein contexte de crise et d'inflation, et ils ont quand même relancé la machine. Donc c'est vraiment un couple d'éditeurs dont le courage ne cessera jamais de m'étonner. Ils étaient là d'ailleurs tout à l'heure. Ils sont passés. Ah, je leur fais coucou une nouvelle fois. Il y a aussi une question du langage. Il y a un passage où on demande aux Algériens d'apprendre le français. Et je vous Mhm. cite là aussi, de quel droit allait-il leur demander d'apprendre quoi que ce soit, d'apprendre le français? N'y Ah, a-t-il pas dans cette injonction une ignorance arrogante de leur vie? Ça m'a alors ça, inspiré. ça fait partie du passage que j'ai sélectionné, du deuxième passage que j'ai Alors sélectionné. je vous laisse le citer, je vous laisse le lire et ensuite on en parle alors. Oui. Alors, l'aube se levait sur Zarlou. Aoma venait de quitter le modeste appartement contigu à la salle de classe où il devrait bientôt enseigner. Arrivé sur son lieu de travail, il avait eu un choc en découvrant l'état de l'école où il était censé officier. On lui avait déjà signifié qu'il aurait très peu de moyens pour son unique classe. Soit. Mais le dénuement de l'école allait bien au-delà des pires prévisions. Quelques tables tachées d'encre, des bancs usés, dépareillés, une sorte de bureau vermoulu prévu pour le maître. Il n'y avait pas le moindre livre, aucune trace de fourniture scolaire, rien en somme à part un tableau, étincelle noire au milieu d'une incroyable désolation. Confronté à cet affligeant imprévu, Aoman avait néanmoins refusé de céder à l'abattement. Ses élèves n'auraient pas de quoi écrire? Qu'à cela ne tienne. En attendant quelques aides, il se contenterait de leur apprendre des lettres, des chiffres et quelques mots basiques inscrits au tableau. Aussi, Aoman tâchait-il de garder sa motivation en ce début de matinée. L'heure était aux grands bonds en avant. Et la première étape au réveil des nations était leur éducation, par laquelle on apportait lumière et progrès au peuple. Ainsi conçue, embellie d'expressions grandiloquentes, la mission que s'était assignée à Omar l'aidait à surmonter toutes les difficultés qui avaient l'impertinence de se dresser entre lui et son désir. Aussi gardait-il la tête froide, sans perdre de vue son objectif. Initier des jeunes, les mettre en appétit, quand bien même il aurait à leur faire écrire leur nom dans le sable. Après avoir nettoyé la salle de classe, le jeune homme sortit sur le pas de la porte et, pour maîtriser son excitation, il contempla les immensités terreuses que colorait un pâle soleil matinal. Il attendait avec impatience ses premiers élèves, guettait leur apparition prochaine. Jetant de temps à autre un coup d'œil à sa montre, le début de son aventure ne saurait tarder. Bientôt, il les vit, se profilant à l'horizon, avançant vers lui lentement, de minces silhouettes se dirigeaient vers l'école. Au début, le maître crut à une erreur, mais, devant la masse grandissante, il dut accepter la réalité. Il avait bien face à lui la classe à laquelle il devait enseigner. Des dizaines d'enfants dont les haillons couvraient à peine le corps le dévisageaient tranquillement. Des gaillards qui, la veille, avaient sans doute manié la pioche aux côtés de leur paternel.
jusqu'aux bambines à peine sevrées, suçant farouchement leurs pouces. Il y avait de tout dans ce rassemblement, d'une tignasse à l'autre. Une seule constante demeurait cependant, la misère crasse collée à leur peau. L'indigence engourdissait leurs gestes, alourdissait leurs membres. Ahomad, lui, n'en croyait pas ses yeux. Il ne s'était pas attendu à faire face à de petits bourgeois, mais ne prévoyait certainement pas d'être confronté à une pauvreté aussi criante. Lui qui avait d'ordinaire réponse à tout, se contentait d'observer ces gamins, qui semblaient faire partie de cette terre brune sur laquelle ils avaient poussé. Eux dévisageaient leur instituteur d'un air moqueur, leurs grands yeux, parfois clairs, souvent bruns, brillant d'une pâle lueur désabusée. Ils paraissaient étonnés de se retrouver en pareil endroit, se demandant sans doute ce que l'on attendait d'eux et pourquoi ce monsieur censé s'occuper d'eux les regardait avec une mine interloquée. À la vérité, Ahoma se sentait ridicule. L'assurance qu'il avait protégée lorsque sa mère raillait son entreprise, la motivation, malgré le peu de moyens alloués, l'entrain à l'heure de préparer ses cours, avaient tous pour origine sa profonde conviction du sens supérieur que revêtait sa tâche. Comment ne pas se sentir abattu à présent? Comment parler d'alphabet, de soustraction, d'addition à des enfants déguenillés, livides, sans nul doute malades et affamés? De quel droit allait-il leur demander d'apprendre quoi que ce soit, d'apprendre le français? N'y avait-il pas dans cette injonction une ignorance arrogante de leur vie? Voilà. En effet, c'est un passage extrêmement fort et en même temps qui dit beaucoup sur le pouvoir d'une langue, sur le pouvoir d'un peuple qui domine l'autre. Est-ce que, alors d'abord sur cette question-là du langage, mais également en tant qu'écrivain, est-ce qu'on se Oui. pose la question quand on est algérien de la langue, de savoir si on écrit en français ou pas? Est-ce que ça a un impact finalement sur le passé colonial ou non? En matière comment dire, de rébellion ou en matière de contestation finalement? Est-ce que c'est quelque chose qui est qui vous a peut-être qui vous a fait réfléchir peut-être, mais comment vous avez vécu la situation là et notamment avec ce passage? Alors, pour moi, ce passage montre très clairement euh, la volonté d'impulser un mouvement révolutionnaire qui se heurte encore à certaines limites matérielles, hein. Et c'est aussi pour mettre un contraste avec des scènes que je pense beaucoup d'Algériens ont en tête, qui sont les premières rentrées, notamment de la période des années 60-70, de voir où est-ce qu'on en était encore dans les années 50. Mais par rapport à la question de la langue, je voulais euh, montrer que le rapport à la langue française n'est pas aussi simple que la question de se dire que si on écrit ou qu'on parle en français, on est du parti colonial, ce qui est ce que certains ont pu penser ou dire. Euh, Déjà parce que un grand nombre d'auteurs qui ont donné à voir la colonisation sous ses aspects les plus violents, qui ont participé à l'élan révolutionnaire, pouvaient le faire en français. Par rapport également au fait que l'enseignement du français à la vérité n'est pas quelque chose qui est propre à la période coloniale, mais plutôt à la période de la guerre de libération, puis de l'indépendance. Et que dans ce sens-là, je ne conçois pas l'idée d'écrire en français comme étant quelque chose de contradictoire avec l'idée de porter un message révolutionnaire dans ce contexte-là. D'autant qu'en raison de mon parcours personnel, le français est la première langue que j'ai parlée, que j'ai lue et que j'ai écrite, et que j'ai aussi une profonde affection pour cette langue-là et son patrimoine littéraire. Donc, cette langue, je n'ai pas, on va dire, je n'ai même pas le terme qu'utilisait Assia Jabbar à propos de la langue française, qui parlait d'une langue marâtre plutôt que langue mère. Pour moi, c'est une langue qui est superbe, qui a aussi un riche héritage littéraire algérien. Et pour moi, ce qui compte le plus, c'est la réalité sociale que l'on décrit. Donc, en l'occurrence, décrire la réalité algérienne en langue française, ça ne me paraît pas contradictoire, tout en sachant que j'ai aussi un profond amour et très grand attachement à la langue arabe et à son patrimoine littéraire. Mais je ne pense pas que l'orientation générale soit
uniquement ou intrinsèquement conditionné par le choix de la langue. Il y a des auteurs qui écrivent en arabe, qui recyclent des clichés orientalistes, et il y a des auteurs qui écrivent en français, qui essayent de montrer le réel. On est d'accord. Il y a une phrase aussi qui m'a... alors tout à l'heure, ça revient un petit peu sur les différentes révolutions qu'ont pu avoir les personnages de votre roman. Pour lui, la révolution était un horizon. Pour Aomar, elle était une destination. J'ai trouvé ça aussi assez puissant comme image, comme métaphore, pour montrer à quel point ces personnages-là avaient des envies de révolution, mais à différents degrés, à différents horizons, en effet. Et j'aimerais que vous nous parliez avec une question totalement différente, puisqu'on l'a déjà évoquée, mais je voulais la citer quand même parce qu'elle me paraissait extrêmement belle. C'est sur l'auteur inconnu, l'auteur méconnu que vous aimeriez mettre en avant. Un auteur, je pense que beaucoup d'auteurs algériens ne sont pas publiés en France, alors ça peut être un Oui. auteur. Qui avez-vous choisi ce soir, Mohamed? Alors, comme j'ai déjà mentionné tout à l'heure Jawad Touati, je vais mentionner un autre auteur maintenant, qui s'appelle Riyad Hadir, qui est un auteur algérien qui a publié un livre, Pupille, aux éditions ANEP, qui est, je pense, à l'heure actuelle, le seul roman algérien de science-fiction, en tout cas d'anticipation, et qui se projette sur ce que pourrait être le monde, alors essentiellement le Maghreb, mais il fait des références aussi à, à l'Occident, au Moyen-Orient et à l'Afrique subsaharienne. D'ailleurs, thématiques d'échange entre les différentes régions africaines me tiennent beaucoup à cœur. Et c'est un auteur d'un immense talent qui a une plume extrêmement acérée, qui a réussi pour moi un tour de force avec ce roman-là et dont j'attends avec impatience une prochaine publication parce que c'est véritablement, comment dirais-je, euh, c'est véritablement une première dans l'histoire de la littérature algérienne. Cette capacité-là à créer un univers de science-fiction. Euh, Alors, c'est pas beaucoup de la hard science-fiction, c'est beaucoup plus de l'anticipation. Il y a beaucoup de réflexions politiques, sociales qui vont avec. Riyad Hadir, Riyad avec un H à la fin, Super, publié aux merci. éditions Net. Oui. Et voilà. Sinon, ben, de toute façon, bon, je vais dire une expression arabe, c'est Safa ou al-Marwa. C'est moi, à côté de Riyad Hadir, ben, il y a forcément Jawad Touati qui a écrit plusieurs romans. Si je devais en mentionner un, ce serait La civilisation de l'ersatz, qui fait partie de toute une trilogie qu'il a écrite qui s'appelle Le culte du Ça, qui s'intéresse avec une profondeur inouïe aux réalités sociales de l'Algérie contemporaine. Voilà. Je pense, alors, je ne sais pas si on peut qualifier ces auteurs de méconnus, mais sans doute qu'en France, ils ne sont pas les premiers noms qui viennent à l'esprit. Mais voilà, pour moi, ces deux auteurs-là, chacun dans son registre, chacun avec sa plume, chacun avec son regard, chacun avec, bien sûr, ils ont des différences importantes, mais portent un regard très intéressant sur l'Algérie d'aujourd'hui et de demain. Vous me servez l'une des dernières questions sur un plateau. Pour l'avenir, vous parlez de science-fiction. Mm. Euh, je pose une question récurrente à chaque auteur qui intervient dans cette émission. 2074, c'est dans 50 ans. Comment vous imaginez l'avenir? Alors, vous avez le choix de choisir l'avenir de l'Algérie ou l'avenir dans son ensemble. Ouais. Vous pouvez vous fixer sur une thématique, mais comment voyez-vous les choses dans 50 ans, Mohamed Abdel? Alors, là, je serais tenté de citer Marx, qui, il me semble, disait que chaque homme peut être au mieux de son temps et au mieux de son temps, et que déjà comprendre le mouvement historique que nous vivons en ce moment-là
En ce moment, c'est déjà quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais alors pour 50 ans, euh, très honnêtement, je pense que le monde dans lequel nous vivons va sans doute voir ces lignes de tension s'aggraver. Je pense que de plus en plus, l'idée d'un grand ordre libéral qui ferait consensus, qui en réalité n'a jamais véritablement existé, mais que cette idée-là va voler de plus en plus en éclats. Euh, je pense, honnêtement, je ne pense pas que nous aurons disparu d'ici là. Je pense que l'humanité sera toujours dans les parages. Euh, je pense que les sociétés dans lesquelles nous évoluerons auront profondément changé. Je pense que l'échelle d'action, d'engagement politique, si tant est que l'engagement politique existe encore, j'espère, sera bien plus grande, parce que je pense qu'une des limites auxquelles nous nous heurtons aujourd'hui, chacun à notre échelle, une de ces limites-là va être de plus en plus évidente, qui est que si on veut changer les choses, on ne peut le faire à l'heure actuelle, même en théorie, qu'à l'échelle d'un seul pays. Or, un pays est forcément, la plupart du temps, si on accepte deux ou trois géants, un de ces pays est toujours beaucoup plus faible que euh, les- l'ordre libéral qui s'impose à lui. Donc voilà, grosso modo, ben, pour prendre un point de référence français, 80, Mitterrand arrive avec un certain nombre d'idées. Euh, des contradictions lui tombent dessus. En 83, tournant de la rigueur, c'est fini. Voilà pour prendre un petit exemple qui, je pense, parlera à la mémoire politique de pas mal de personnes qui sont présentes ici. Je pense que demain, si nous voulons concevoir une action politique d'envergure, il importera de le faire à très grande échelle et de concevoir l'action politique à très grande échelle. Et ça, je pense que c'est une réalité qui sera encore plus importante pour les pays qui étaient jadis dans ce qu'on appelait le tiers-monde. Le tiers-monde, pas au sens qu'on a voulu lui donner, mais au sens des pays non alignés qui n'étaient pas alignés sur les deux blocs pendant la guerre froide. Je pense qu'à ce compte-là, on va sérieusement devoir élargir nos horizons et ça implique aussi de penser avec un certain nombre de voisins. De pouvoir, parce qu'on ne peut pas avoir une pensée politique qui fonctionne grande échelle si on n'a pas une culture, notamment littéraire, euh, qui, euh, qui peut essayer de faire pont. Qui peut essayer de faire pont. Donc, mettons si aujourd'hui, mettons si en Algérie, on veut penser la révolution, pour moi, il est important, mettons, de connaître des auteurs ou de l'histoire tunisienne, égyptienne, etc., pour avoir la possibilité de penser la révolution à grande échelle. Je ne pense pas qu'en France, on puisse faire l'économie de connaître... alors, en France, c'est peut-être un cas un petit peu différent, mais de connaître les littératures ou l'histoire, etc., d'un certain nombre de voisins européens. Mais voilà, je pense pas que le monde continuera à fonctionner avec le schéma actuel que nous avons. Pour le reste, pour la littérature, je pense qu'il y aura un certain nombre d'évolutions, notamment vis-à-vis des médias, parce qu'on est, je pense que ça fait très cliché de le dire, mais je pense quand même qu'on est dans une période de règne de l'image. Ça fait des décennies que l'image grignote de plus en plus le terrain qui était jadis dévolu à la littérature. On le voit même dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les réseaux sociaux qui fonctionnent le mieux très souvent, ce sont ceux qui font la part belle à l'image plutôt qu'au texte. Euh, dans ce contexte-là, est-ce que la littérature est encore pertinente? Je pense que oui. Mais je pense elle doit se confronter à ces problématiques-là, et notamment aux problématiques d'évolution technologique.
problématique qui se pose déjà à nous, en fait. On ne compte plus les études sur le temps d'attention, euh, notamment des plus jeunes générations. Je me sens très vieux en disant ça. Mais si on parle J'avais dit que vous aviez 35 ans. exactement. Sur ce temps d'attention-là, et c'est vrai, un gamin qui est habitué à des vidéos d'une douzaine de secondes qui s'enchaînent en boucle, comment après lui mettre entre les mains guerre épée? Bon, on n'est pas guerre épée entre les mains d'un gamin, mais voilà, quelques années plus tard, comment est-ce qu'on peut concevoir ça? Donc, ces questions-là, pour moi, sont à poser. Sont à poser, mais de toute façon, ça, j'en reviens, mais je ne conçois pas l'évolution future comme une évolution purement technologique. Elle sera intensément politique ou elle ne le sera pas. Quand je dis que j'en reviens, c'est qu'il y a une période, peut-être il y a 10, 12 ans, où je pensais que le futur, c'était la marche en avant de la technologie et qu'est-ce que ça allait changer dans nos vies. Et au fur et à mesure que j'ai écrit, que j'ai lu, j'en suis aussi venu à comprendre une évidence qui est que la technologie peut être très puissante, elle peut beaucoup impacter nos vies. D'ailleurs, en ce moment, nous sommes quand même un certain nombre en train de discuter et d'échanger par des biais technologiques qui n'existaient pas il y a quelques décennies. Donc, ça peut beaucoup faire évoluer la vie humaine, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. C'est aussi le projet politique et social qu'il y a derrière. Et je pense que ce projet politique et social ne pourra que s'articuler à très grande échelle s'il veut avoir une chance de fonctionner. Très bien. Et alors, ma dernière question, parce que quand on lit Le vent a dit son nom, on a envie de lire encore plus de Mohamed Abdallah. Est-ce qu'il y a un nouveau projet en cours? Est-ce que les premiers romans vont être adaptés au Diable Vauvert, vont être publiés au Diable Vauvert? Je ne sais pas, mais quand on a un tel écrivain dans son catalogue, je pense qu'on a envie de publier potentiellement davantage de textes. Marion a dû partir malheureusement, mais je suis persuadé qu'elle sera d'accord avec moi. Comment vous voyez l'avenir en matière littéraire et notamment sur la publication en France? Alors, pour ça, bien sûr, il faudra demander à Marion si elle veut bien publier les ouvrages suivants. On va dire que, alors, le livre qui a suivi Le vent a dit son nom en Algérie s'appelle Le Nil des vivants, qui est distribué depuis cet automne. Pour le moment, il est diffusé depuis l'Algérie. C'est un livre qui s'intéresse à la période révolutionnaire et post-révolutionnaire en Égypte, donc la période Nasser Sadat, et toutes les transformations qu'il y a pu y avoir dans la société égyptienne de cette période-là. Euh, je ne sais pas quand et de quelle manière est-ce qu'il sera édité peut-être un jour en France. Pour ce qui est des projets d'écriture suivants, oui, je travaille à l'heure actuelle sur deux projets d'écriture. Un qui est sur une autre période de l'histoire algérienne et un autre qui est peut-être mon premier roman contemporain, en tout cas qui ne va pas chercher à plonger dans l'histoire des décennies précédentes, donc contemporain au sens le plus complet du terme. Et donc, l'Algérie n'est pas forcément un point central de votre écriture, puisque j'ai bien compris que là, vous alliez en Égypte. Peut-être que le roman contemporain ne sera pas non plus en Algérie, je ne sais pas. Mais Alors, je dirais alors, il y aura une grande partie qui sera consacrée à l'Algérie. Le roman historique, entre guillemets, que je prépare est, lui, franchement focalisé sur l'Algérie. Donc, je dirais que l'Algérie a un rôle central, mais pas exclusif dans mon écriture. Déjà parce que je ne pense pas que l'Algérie soit une île séparée du reste du monde. Je pense que l'Algérie a un certain nombre de points communs. D'ailleurs, les points communs que j'ai cités dans le Nil des Vivants, que j'ai montré dans le Nil des Vivants avec l'Égypte, montrent bien euh, certaines trajectoires historiques. Alors, il n'y a pas eu de colonisation de peuplement en Égypte et il n'y a pas eu de grande révolution, de guerre de libération en Égypte comme il a pu y en avoir, en tout cas pas à la même échelle que ce qu'il y a pu y avoir en Algérie. Mais il y a quand même plusieurs points communs, que ce soit alors historiquement jusqu'à la plus haute antiquité.
les liens qu'il pouvait y avoir entre les deux versants d'Afrique du Nord, le fait que ce sont des pays qui, sur la période la plus récente, ont eu un enchaînement Empire ottoman, euh, séparation progressive de l'autorité d'Istanbul, création d'une autorité locale au Caire ou à Alger, euh, conquête européenne, française dans un cas, britannique dans l'autre, euh, libération au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, arrivée de mouvements de libération avec de grands leaders militaires qui ont beaucoup œuvré pour essayer d'améliorer le sort des classes les plus défavorisées, avant d'être confronté à un tournant néolibéral avec une poussée des bourgeoisies compradores, etc. Donc, il y a énormément de points communs, ben, rien qu'entre ces deux pays-là, entre l'Algérie et l'Égypte, par exemple. Et on pourrait multiplier les références dans ce sens-là. Et ce qui m'intéresse justement, c'est précisément de voir ces points communs, de voir les différences qu'il peut y avoir, mais d'essayer de raisonner à plus grande échelle. Et ça rejoint un petit peu, ça rejoint ce que j'avais évoqué tout à l'heure quand je parlais du fait que pour moi, l'avenir appartient aux réflexions historiques, culturelles, littéraires, sociales et à l'action à très grande échelle. Et à comment concevoir cette action. Eh bien, parfait. Merci, Mohamed Abdallah. Merci à vous. Le vent a dit son nom aux éditions Au Diable Vauvert. On vous le conseille ardemment et ce n'est pas parce qu'on n'a pas obtenu encore de prix littéraire en France que le livre ne va pas marcher. Alors on vous souhaite vraiment le meilleur et comptez sur moi Merci. pour ce faire. Merci Merci infiniment, à vous. Mohamed. Merci Merci infiniment à pour vous. votre livre et pour votre éloquence, votre érudition et tous les Merci. arguments que vous avez pu nous dévoiler ce soir sur les arcanes de ce livre-là. Merci Merci à à vous. tous, C'était vraiment merci. un plaisir. Merci. Au revoir tout le Au monde. revoir. Merci encore, Merci. Marion. Au revoir tout le monde. Au revoir.